Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être parmi vous et je suis issu du monde des entreprises et je dois dire que je suis juste bluffé par la qualité des sujets et des présentations qui sont faites. Je vous en félicite. Je vais essayer de convaincre que nos deux mondes ne sont pas nécessairement si étrangers l'un de l'autre que vous pourriez le croire. Mon entreprise s'appelle Pacific Beachcomber. Je suis Richard Bailey. Nous avons des propriétés hôtelières sur plusieurs îles de la Polynésie. Bora Bora, Tahiti, Anguirua, Wainé, puis Tetiaroa, s'agissant du Brando. Nous pratiquons ce que nous appelons un tourisme éco-responsable. C'est pour nous un modèle économique qui essaie de casser ce paradigme qui fait que plus de tourisme égale moins d'environnement ou plus d'environnement égale moins de qualité d'expérience touristique. Nous le faisons dans toutes nos propriétés, mais au Brando, c'est peut-être un exemple où nous avons pu nous exprimer de façon la plus complète. Est-ce que tout le monde m'entend? Bien, ça va? Donc, le titre sur lequel j'ai été invité à vous parler aujourd'hui, c'est la science au service d'un tourisme éco-responsable. Mais, comme je disais, je pense que ce titre pourrait être inversé parce que j'estime que dans nos entreprises, nous aboutissons à des activités, des actions, des idées qui démontrent que le tourisme peut également être au service de la science. En fait, nous envisageons une espèce de cercle vertueux où le tourisme alimente la science, alimente en fait partir du constat que les choses les plus précieuses que nous avons à offrir sur le plan touristique, ce n'est pas ou ce n'est plus juste une chambre d'hôtel. C'est la nature, la beauté naturelle de nos îles, c'est l'authenticité culturelle que nous proposons à nos visiteurs. Et plus nous protégeons, plus nous préservons ces choses sacrées, j'ai envie de dire, mieux nous pourrons offrir un produit touristique de qualité à nos visiteurs. Et c'est la science et la technologie qui sont en quelque sorte le carburant de ce cercle vertueux. Le développement durable, c'est quoi pour nous? Eh bien, c'est le rapprochement de trois zones d'intérêt qui sont traditionnellement peut-être plutôt conflictuelles, qui sont l'environnement, c'est pas simplement la nature, mais c'est aussi notre patrimoine culturel, notre héritage culturel, c'est la communauté, comment répondre aux attentes et aux désirs de la population au sens large, mais aussi nos salariés et toutes les personnes concernées par les endroits où nous évoluons. Et puis c'est l'économie, c'est le monde du capital, c'est le monde de l'argent, qui n'est pas un bien ou un mal en soi, tout dépend de ce qu'on fait avec. Donc vous pouvez avoir une zone économiquement viable sur le plan de l'environnement, vous pouvez avoir une zone vivable entre l'environnement et la communauté, ou alors une zone équitable entre la communauté et l'économie, mais c'est seulement si ces trois zones se chevauchent pleinement que vous avez un modèle durable. Et donc, c'est ce que nous appelons... Alors, pour schématiser, au Brando, nous avons l'entreprise privée, le Brando, le resort, c'est l'hôtel, une activité à but lucratif.
nous avons créé la Tetiaroa Society, une fondation à but non lucratif. Et vous allez voir, c'est un entonnoir d'activités de recherche, de conservation, d'éducation, chose que la Tetiaroa Society ne fait pas en elle-même, mais elle canalise ses activités au profit de l'avancée des connaissances de l'atoll. Et puis la communauté, bien sûr, toutes les personnes qui vivent dans notre monde autour de ces développements. Alors, le bon exemple de ce win-win-win, ce que j'appelle le win-win-win, c'est, en tout cas, un exemple, c'est le Seawater Air Conditioning. À l'origine, c'est une idée que ce n'est pas mon idée, hein, même si nous revendiquons haut et fort la paternité de son application commerciale en Polynésie, l'ayant fait pour la première fois à Bora Bora. C'était une idée de Marlon Brando que j'ai rencontré en 1999 et désireux de voir ce qu'on pouvait concevoir pour le devenir de son atoll. Il m'a dit, ça va être chouette, il n'y aura pas d'énergie fossile sur Tetiaroa. On va faire un développement sans énergie fossile. À quoi j'ai répondu, bien, mais il n'y aura pas de climatisation. C'est trop énergivore, on ne sait pas faire des projets comme ça avec la climatisation. Et il a répliqué, non, au contraire, il nous faut le froid, on va le chercher dans la mer. Chose que j'ai trouvée juste bizarre. Et il m'a présenté un scientifique. Donc, on retrouve le monde de la science qui alimente notre réflexion sur l'île de Kona, à Hawaï, qui avait, où il y a eu, dans le passé, un centre de recherche, un pipe dans la mer pour tester le principe de l'échange thermique des mers, où on convertit le delta thermique entre la surface et la profondeur de la mer en courant électrique. Et le pipe était toujours là, inexploité, sauf que ce scientifique, John Craven, avait dans son bureau un vieux radiateur Toyota sur le mur, où il avait branché l'eau froide et son bureau était climatisé. Et il m'a expliqué, il y a juste à adapter ça à l'échelle de votre projet hôtelier. C'est chose que nous avons faites à Bora Bora en 2006. La première application commerciale dans le monde. C'est une technologie d'une rentabilité avérée, avec complètement non fossile, 100% renouvelable et neutre en carbone, avec en plus, donc, communauté, un intérêt touristique. En termes de confort, nous avons créé un concept de spa autour de cette eau extrêmement pure qui vient des profondeurs. Et puis, il y a des projets en mariculture, etc., qui sont à l'étude avec de surcroît des projets scientifiques sur le blanchiment des récifs coralliens. Comment ça marche? Eh bien, en fait, c'est super simple. Il y a juste deux circuits. Il y a un circuit ouvert. L'eau de mer remonte à la surface. Elle est très froide, 5 degrés, et elle retourne à l'océan à 12 degrés, déchargée d'une partie de son contenu en froid, qui circule dans un circuit fermé dans les constructions. Et voilà, nous en sommes très fiers, comme le professeur Lucas sait très bien. C'est un procédé qui nous a valu la reconnaissance du Congrès américain en 2007. Nous attendons toujours pareille reconnaissance de notre Assemblée ici en Polynésie, mais comme on dit
être copié est quand même une forme de flatterie, donc nous sommes très contents de voir ces technologies appliquées sur l'hôpital de Taonai. Mais ce n'est pas le seul exemple. Au Brando, nous avons développé tout un ensemble d'infrastructures innovantes qui trouvent leur origine dans notre contact, notre recherche de contact avec votre monde, le monde académique, le monde des sciences, pour résoudre les problèmes, que ce soit traitement des déchets, traitement des eaux, agriculture sur le sol pauvre d'un atoll, énergie, traitement des déchets organiques, construction, toutes les constructions sur le Brando répondent aux critères LEED. C'est un label d'haute qualité environnementale. Nous avons atteint le niveau platinum sur le Brando. C'est le seul projet dans cette partie du monde à avoir atteint ce label. Et donc voilà ce que la science apporte, je dirais, au tourisme éco-responsable. Maintenant, je voudrais évoquer comment le sens inverse peut marcher aussi. Nous avons créé donc, c'est la première construction que nous avons réalisée sur le site, c'est le laboratoire de la Tetiaroa Society. C'est une entité d'utilité publique à but non lucratif qui a une mission de surveiller nos programmes d'éducation, de recherche et de conservation de cet atoll et qui notamment forme les guides et les rangers qui évoluent sur l'atoll. Elle est majoritairement financée par les clients du resort. Ça veut dire que les visiteurs, les touristes, financent directement, à travers la Tetiaroa Society, des programmes de conservation et de recherche qui protègent et qui préservent le lieu dont pourra bénéficier les futurs touristes qui viennent derrière. Alors le premier projet de Tetiaroa Society était de définir qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce qu'on fait sur cet atoll, qui sont les personnes de près ou de loin qui utilisent cet atoll, comment ils l'utilisent et comment doit-on gérer les différentes activités qui ont lieu sur l'atoll, d'où le plan de conservation et de gestion durable de l'atoll de Tetiaroa, où nous avons fait intervenir tous les experts que nous avons pu trouver en Polynésie, y compris de l'Université de Polynésie française, pour se pencher sur les différentes zones d'intérêt de l'atoll qui sont multiples, et ce plan de conservation s'adresse à une douzaine de chapitres très spécifiques qui vont de la recherche scientifique jusqu'au tourisme, en passant, bien entendu, par la pêche, parce qu'il y a des pêcheurs. Nous ne sommes pas contre la pêche. La pêche fait partie de l'histoire et de la vie quotidienne des Polynésiens, mais aussi les systèmes coralliens, les tortues, la flore, la végétation, et aussi l'archéologie. Nous avons découvert plus d'une centaine de sites archéologiques, de points d'intérêt archéologique sur l'atoll. Et donc, en matière de recherche, il manque un E sur le... en matière de recherche, par exemple, il y a, avec des partenaires scientifiques, encore une fois, la Tetiaroa Society n'est pas un centre de recherche. Nous créons une plateforme où les chercheurs viennent nous solliciter sur différents sujets. L'Université de Washington conduit aujourd'hui un programme, une recherche sur l'acidification des océans. Comme vous savez,
la mer absorbe plus de 80% de tout le CO2 qui est émis sous forme de gaz à effet de serre. Ça a tendance à diminuer le facteur pH de la mer, ce qui la rend plus acide, ce qui met en péril certaines tranches sur la chaîne d'alimentation marine. C'est un sujet très, très important qui ne peut être étudié qu'en Polynésie, compte tenu du pipe sur la profondeur des mers qui permet de simuler le contenu en CO2 de la mer dans 25 ans, 50 ans, 75 ans, sur une série d'aquaria que nous avons au laboratoire de Tetiaroa Society. J'évoque au passage le contrôle des moustiques. Vous êtes peut-être au courant, avec l'Institut Mallardet, nous avons expérimenté un système d'infection de la bactéria Wolbachia sur l'espèce de moustique Aedes aegypti qui est vecteur de Zika, chikungunya, la dengue et donc nous avons éradiqué cette moustique sur l'atoll. Et puis les requins, enfin bref, en matière de conservation, donc les oiseaux, on estime à 10% la population d'oiseaux de Tetiaroa, ce qu'elle serait s'il n'y avait pas de rats. Donc nous avons un programme de dératisation de l'atoll avec au préalable des études de base des espèces qui pourraient être impactées par les rats. Nous faisons un monitoring des ponts de tortues marines depuis 2004 sur l'atoll. Nous avions chiffré de 20 à 25 ponts de tortues, traces de femelles en ponte sur les plages à travers l'association Te Mana o Te Moana. Aujourd'hui, on en est à plus de 1000. C'est une énorme réussite. Donc, Island Conservation pour les oiseaux, avec la direction d'environnement, nous collaborons beaucoup avec le service de l'environnement sur les programmes de tortues et de crabes de cocotiers. Et puis l'héritage culturel de l'atoll de Tetiaroa, c'est juste un trésor inestimable pour la Polynésie. En termes d'éducation, donc nous avons toute une série de programmes pour les jeunes sur Tetiaroa, en étroite collaboration avec non seulement votre université, mais la Direction générale de l'enseignement. Donc, nous essayons, c'est un courant à deux sens. Nous cherchons, nous puisons dans votre savoir-faire comment être meilleur en éco-responsabilité et en même temps, nous essayons de développer des zones de collaboration qui bénéficient à tout le monde. Et c'est un modèle qui a attiré pas mal d'attention ici, à l'étranger, et nous avons pensé que ce modèle pouvait avoir une relevance plus générale pour le monde extérieur, je dirais. Et donc, à travers la Tetiaroa Society, nous avons lancé un projet qui s'appelle le Blue Climate Initiative, que je vous présente en avant-première, parce que je n'ai que commencé, je suis à la phase naissante de sa présentation avec notre gouvernement ici. J'en ai parlé au président. L'idée, c'est de trouver dans l'océan, et nous avons un cluster d'excellence pour le faire ici en Polynésie, avec votre appui, de trouver des solutions pour les problèmes les plus pressants de notre planète dans les océans. Nous connaissons finalement très peu sur la mer. Nous connaissons la surface de la Lune bien mieux que notre propre océan.
Et l'idée, c'est de rassembler les plus grands esprits du monde en matière d'océan pour trouver des solutions qui peuvent avoir un impact bénéfique sur le changement climatique et la protection des océans. Et donc, ça commence avec, nous avons un certain nombre de ce que nous appelons des rassembleurs, des gens qui, avec le réseau, pourront nous apporter agrandir pousser le périmètre de notre réseau. C'est le président Obama, c'est le prince Albert à Monaco, Leo DiCaprio, Dr. Sylvia Earle, Laura Turner, et d'utiliser leur réseau pour leverager ces idées, les idées, ce que nous appelons les opportunités transformatives. Vous pouvez aller sur le site, nous avons publié un livre qui s'appelle Opportunités transformatives des océans, et sur le site web de Blue Climate, vous pouvez le télécharger. Si vous avez une minute, je vous encourage à le faire. Autour d'une demi-douzaine de groupes de travail spécifiques que sont énergie et transport, santé et bien-être, alimentation et nutrition, biodiversité et solutions fondées sur la nature, ressources minérales et génétiques, et tourisme durable. Ces 6 groupes de travail, chacun avec un scientifique à sa tête, se penche sur les problèmes, constitue son groupe et propose des opportunités transformatives. Idéalement, qu'est-ce qu'on ferait pour protéger nos océans et diminuer les impacts du changement climatique? Et donc, les opportunités transformatives sont déclinées dans des projets spécifiques. Et maintenant, notre objet, c'est de faire appel à notre réseau dans le monde du capital pour que certaines de ces idées puissent trouver traction. Parce que le grand challenge dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de conférences climatiques, on fait beaucoup de blabla, on parle beaucoup, après tout le monde rentre chez eux et rien ne se fait. Et notre objectif, c'est de faire que certaines de ces idées puissent trouver vraiment traction avec du backing financier. Le premier exemple depuis la publication de notre livre, c'est un challenge que nous avons lancé avec un prix au-dessus de $200 000. Et les gagnants sont dans des pays aussi divers et variés. Un projet à Montréal, Tepuatitia, près de Gump Station, mais aussi à Pérou, en Micronésie, aux Bahamas, Philippines, Tanzanie. Ce sont des petites communautés. Ce challenge de prix des communautés, c'était de focaliser un peu comme nous avons fait avec Tetiaroa sur notre plan de conservation durable de l'île, de trouver un site on faisait appel à des communautés qui ont, pour trouver ces zones durables, ce chevauchement entre les intérêts éventuellement conflictuels, et comment ils ont réussi à résoudre ces conflits pour essayer de montrer que notre modèle peut être applicable ailleurs qu'en Polynésie et d'aider à montrer un peu le chemin. J'espère donc que j'ai pas été trop long. Je termine avec une citation de mon ami président Obama. Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek. Voilà, donc je vous encourage à continuer vos excellents projets. Je vous salue encore, félicitations, et j'espère pouvoir vous rencontrer, certains d'entre vous, dans un futur proche sur un de nos projets scientifiques au niveau d'un de nos projets Pacific Beachcomber.
Merci beaucoup. Oui, absolument. S'il y a des questions, je suis à vous. J'espère que je n'ai pas été trop long. Bonjour. Déjà, merci pour cette présentation. J'avais une question, parce qu'effectivement, il y a cette Tetiaroa Society qui rend en quelque sorte qui a un retour sur service écosystémique rendu par l'atoll, quelque part. Je me demandais j'entends pas très bien. Vous m'entendez là? Oui. Je me demandais si sur les autres propriétés hôtelières que vous aviez, notamment à Moorea, Bora Bora, est-ce qu'il y avait d'autres formes de retour sur service écosystémique rendu? Quelle forme prend l'écotourisme au service de la science dans les autres hôtels du Pacifique Beach? Voilà, la question, quelle forme d'écotourisme nous trouvons vis-à-vis de la science sur nos autres propriétés? Alors, très bonne question. Alors, pourquoi je parle beaucoup de Bordeaux? Parce que c'était une page blanche. C'était un projet ex nihilo. Greenfield, on appelle. Quand on est arrivé là-bas, il n'y avait rien. Donc, on imagine pas souvent qu'est-ce que ça veut dire quand on construit quelque chose. Chez nous, on allume la lumière, on chasse l'eau dans nos toilettes, il y a quelqu'un qui vient chercher les poubelles. Toutes ces choses-là, toutes ces infrastructures sont faites pour nous, de façon collective. Donc, ces zones-là, on a moins possibilité de nous exprimer ailleurs. Donc, chaque fois, ça prend une autre forme. Donc, on a ça en arrière-fond. C'est le sens, c'est ce que je veux dire quand, sur le Bordeaux, on est allé très loin. C'est parce qu'au départ, il n'y avait pas ces infrastructures pour nous soutenir. Maintenant, sur chaque propriété de Pacific Beachcomber, nous cherchons des pratiques. Nous avons toute une liste de pratiques. Nous avons des équipes qui motivent, qui mobilisent nos staffs sur la réduction du plastique à usage unique dans toutes nos propriétés, la réduction du food waste, la réduction des déchets organiques, la gestion efficace de l'eau, du courant, même si elle est fournie de façon collective par un concessionnaire public. Mais il y a bon nombre de pratiques que nous pouvons mettre en œuvre et que nous estimons que nous devons mettre en œuvre. Comment dire, on pourrait, beaucoup de gens le font, vous allez dans un hôtel, vous voyez le petit carton, ne réutilisez pas, réutilisez votre serviette, le greenwashing. Le greenwashing vient du fait que beaucoup d'entreprises parlent beaucoup, mais ne font pas grand-chose. Et nous faisons l'inverse. J'estime qu'on doit walk the walk avant de talk the talk. Et nous sommes, je pense, nos clients qui sont curieux, qui sont très éduqués, ils le savent. Ils vont tout de suite reconnaître une pratique qui n'est pas authentique, qui n'est pas sincère. Et donc, peut-être nous le faisons plus que nous en parlons, mais je pense que ça commence avec ça. Et une dernière question, après j'arrête de vous embêter. Au niveau de vos clients dont vous parlez, qui sont effectivement consciencieux, on sait qu'on a de plus en plus d'initiatives en sciences participatives, parce que quand on parle d'écotourisme, on parle de tourisme et donc de touristes, qui sont de plus en plus intéressés par les écosystèmes, et notamment les écosystèmes marins. Et je me demandais, est-ce qu'il y avait des projets par rapport à ça, éventuellement de sciences participatives ou du moins de création de cellules au sein de ces grandes entités que sont vos hôtels, afin de sensibiliser un peu la population. Des projets de sciences participatives.
avec les touristes actuellement. Mais absolument. En fait, le client aujourd'hui, le temps où nos touristes venaient s'allonger sur la plage avec un cocktail, c'est terminé ça. C'est terminé. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais nous qui dépendons de ce business, nous reconnaissons qu'il y a une révolution dans ce que cherche le touriste. Et à notre niveau de tourisme, qui est quand même bon, hein, un certain niveau, hein, je pourrais vous expliquer pourquoi aussi, mais à notre niveau de le tourisme que nous pratiquons, nos clients sont éduqués, ils sont curieux, ils veulent comprendre qu'est-ce que vous faites avec ça, pourquoi vous faites ça, comment vous faites ça. Ils viennent avec leurs enfants. Si vous êtes un client au Bordeaux, les portes de Tetiaroa Society sont ouvertes. Il y a des scientifiques tout le temps en train de collecter des données sur divers sujets et vous êtes invités à participer avec eux. Vous allez amener vos enfants, ils vont découvrir ce que c'est que comment les tortues pondent, qu'est-ce que c'est qu'un crabe de cocotier, pourquoi les requins, les oiseaux, la découverte de la nature, ça fait partie des choses qui sont innées dans l'espèce humaine et pouvoir partager ça avec nos clients, c'est énorme. À Bora Bora, nous avons commencé, bien avant le Bordeaux, à faire un green tour. On explique aux clients, votre chambre est climatisée avec l'eau de mer profonde. Comment ça marche? Bien, visite technique. Ensuite, quelles sont les qualités de cette eau? Elle est pas seulement froide, elle est extrêmement pure. C'est l'eau la plus pure de la planète. Cette tranche d'eau au fond de la mer n'a pas bougé depuis 100 000 ans. C'est fascinant. Et ensuite, quand le client va au spa, il va découvrir la pureté de cette eau. Aussi son froid, hein, c'est ça les intéresse. Donc, tout à fait. Je veux dire, vous mettez votre doigt sur un des points clés de l'expérience touristique que nous proposons, c'est d'impliquer le client dans tout ceci. Merci, Eddy. J'ai une question simple. Qui peut rejoindre le Blue Climate Initiative et comment? Alors, tout le monde. C'est un projet qui se veut totalement collaboratif. Je dis ça parce que certains projets philanthropiques peuvent chercher à rouler tout seul. C'est pas le but de Blue Climate. Nous avons un très très large périmètre de collaboration. Après avoir défini un certain nombre d'idées, d'opportunités transformatives, le prochain milestone sera un sommet que nous voudrions organiser ici en Polynésie en 2022, où les auteurs de ces idées transformatives viendraient rencontrer d'autres scientifiques, y compris évidemment issus du milieu académique polynésien, pour avancer un agenda de réduction des impacts des changements climatiques et puis protection des océans, avec également, comme je disais, les gens issus du monde de Blue Finance, Green Finance, du monde de la finance. C'est un sujet qui avance très très vite maintenant dans le monde financier. Et je pense que c'est un projet dont
dont le moment est venu de le réaliser. Donc, enfin, j'espère que vous en entendrez beaucoup plus et ce sera un plaisir de développer le programme avec l'Université de la Polynésie française. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'avais une question concernant les multiples programmes scientifiques que vous menez, notamment à Tetiaroa. Donc, j'ai bien compris que la cible première était les touristes, donc les clients du Brando. Mais est-ce que dans le programme est prévue une forme de restitution des résultats auprès de la Polynésie, de la population polynésienne de manière générale, parce que vous avez parlé d'une centaine de structures archéologiques identifiées à Tetiaroa, mais est-ce que ces données sont accessibles aux yeux de la population de manière générale? Une forme de restitution. Bon, pas d'abord en termes de propriété, nous sommes locataires sur 2 des 12 motus de l'atoll de Tetiaroa. Le propriétaire, c'est la famille Brando. Est-ce qu'ils ont l'intention de céder à la Polynésie une partie de l'atoll? Ça, je peux pas répondre à la question à leur place. Est-ce que les sites contenant des points archéologiques intéressants pourront à terme être visités par le public polynésien? Ça, c'est possible. Tout dépend de l'intérêt, c'est que ce soit fait dans le cadre, et ça a été évoqué dans le plan de gestion durable, de conservation et de gestion durable de l'atoll qui a été fait en collaboration avec 26 experts différents. C'est un point qui a été abordé dans ce plan et ça n'est pas exclu, bien évidemment. Ok, merci. Effectivement, il ne s'agissait pas d'une question de céder ou la propriété foncière étant celle de Brando, évidemment, mais simplement voilà de savoir si une publication était prévue pour que l'information puisse circuler, tout ça. Ah oui, tout simplement. non mais ça, oui, tout à fait. Alors, we are open source, tout est disponible. Et donnez-moi votre adresse email et j'ai bien apprécié votre présentation. Donnez-moi votre adresse email et je vous mettrai en contact avec toutes les personnes qui peuvent vous partager. Ils auront plaisir à partager avec vous les études menées jusqu'à maintenant qui sont très, très intéressantes, notamment en termes de toponymie des différentes îles, leurs usages, que faisaient jadis les Polynésiens sur cet atoll, pourquoi c'était réservé à la noblesse, etc. et quelles étaient les différentes utilisations de l'atoll. Bonjour. J'avais une question. Donc, le projet Brando est parti d'une page blanche, comme vous le disiez. Je pense que l'orientation développement durable, elle est essentiellement liée à ce démarrage en page blanche et à la volonté des personnes à la tête du projet pour faire un projet globalisé, où il y a des choix qui ont été faits. Est-ce qu'aujourd'hui, après toutes ces années, vous ressentez au niveau... Est-ce que des projets du même type pourraient voir le jour ailleurs sur une même base philosophique, puisque le développement durable, c'est quand même un équilibre des trois, et est-ce que ailleurs l'économie prend pas le pas sur les autres aspects? Ça serait encourageant que l'exemple du Brando soit repris ailleurs dans le monde sur les mêmes bases philosophiques, parce que on a quand même quelque chose d'assez équilibré sur les différents aspects présentés. Oui, merci David. David mérite d'être présenté. David Wari
est peut-être l'ingénieur en Polynésie qui connaît le plus sur la technologie SWAC et nous aide depuis le début sur cette technologie, notamment sur Bora et aujourd'hui avec des moyens d'inspection du pipe qui nous permettent d'entretenir ce dispositif, chose qui servira sur de futures utilisations. Donc je pense que le modèle du SWAC ainsi que le modèle du Brando, on commence à, comment dire, c'est un modèle simplement qui dit ne vivons pas en conflit. Rapprochons-nous là où nous avons des intérêts communs. Arrêtons de voir les choses comme dans le passé, en termes de jeu à somme zéro. Essayons d'élever la barre à tous les niveaux. Le SWAC fait partie de cette réflexion et tout ce que nous avons fait au Brando de même. Je suis en contact maintenant avec un réseau d'hôteliers et de propriétaires d'hôtels à travers le monde qui pensent comme nous. Nous avons notre propre petit groupe de travail d'échange de best practices et chacun de nous essayons aussi de parler autour de nous, de travailler nos réseaux pour qu'un jour le développement durable ne soit pas un terme qui identifie tel ou tel projet, mais que simplement un principe qui est universellement appliqué sur tous les développements. Donc, pour répondre à la question, oui, il y a un très grand intérêt. Je pourrais pas trop dire là-dessus, oui. Yorana, ici tout en haut. Vincent Dropsy et Yann Rival, co-directeur du CETOP, Centre d'études du tourisme en Océanie-Pacifique. Et nous souhaiterions avoir votre avis sur le futur du tourisme durable et résilient. Nous avons mené ces 3 derniers jours une série de séminaires et de webinaires. Et l'une des conclusions qu'il en est ressorti est que le secteur hôtelier doit rapidement modifier sa structure pour survivre. Et ce temps est très très court avant qu'on reprenne les choses à la normale, entre guillemets. Vous êtes l'exemple d'un leadership éclairé sur cette question avec le Brando, mais le Brando évidemment a un business model, un modèle économique très particulier qu'il est difficile de répliquer dans d'autres hôtels qui existent en Polynésie. Comment voyez-vous le tourisme durable et résilient? Comment voyez-vous cette évolution, rapide ou non? Et peut-être quelles propositions, solutions, suggestions pourriez-vous apporter pour que justement en Polynésie, notre secteur touristique survive à la crise que nous vivons et évolue d'une façon durable et résiliente? Maroro. Il y a de quoi faire toute une autre conférence sur les aspects économiques de notre industrie. Plusieurs points à évoquer toutefois. Nous visons un type d'expérience touristique qui est plutôt haut de gamme parce que nous avons un niveau de progrès social dans notre pays qui fait l'envie d'ailleurs de tout le Pacifique. Nous sommes pas gâtés, mais nous nous sortons très très bien en termes de progrès social. Le touriste qui arrive en Polynésie ne voit pas une pauvreté abjecte comme ça peut être le cas dans d'autres pays.
Ce progrès social a un prix, il y a un coût à ça. Et ce coût nous pousse vers des expériences capables de supporter un prix plus élevé pour pouvoir absorber ces charges qui sont supérieures à d'autres destinations, peut-être, on va dire. Ça n'exclut pas notre reconnaissance que d'autres produits touristiques sont tout à fait valables. Seulement, je pense que ce qui explique pourquoi la Polynésie n'a peut-être pas connu le même développement accéléré que d'autres pays, c'est que la grande difficulté à la base n'est pas d'attirer le touriste, mais d'attirer du capital, investissement, d'attirer des investissements. Pourquoi les grands investisseurs du monde ne sont pas en Polynésie? C'est ça la question qu'il faudrait poser. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour les inciter à placer leurs investissements chez nous? Quand on aura répondu à cette question, on aura, je pense, une feuille de route, si on veut, faire plus de développement. En attendant, la capacité hôtelière de la Polynésie depuis 10 ans n'a pas beaucoup évolué. En revanche, les prix, eux, ils ont évolué. Et le salaire moyen de nos employés avec. Et les avantages, les cotisations à la CPS avec aussi. Donc, je pense que la réponse à votre question passe d'abord à quel type de tourisme on voudrait avoir. Personnellement, je pense que la Polynésie, aujourd'hui, en sortant de cette crise sanitaire, est très très bien placée, même super bien placée. Nous avons aujourd'hui exactement ce que recherchent les touristes, un produit d'autre qualité d'expérience. Cette rencontre avec une culture riche et totalement intacte, c'est rare dans notre monde aujourd'hui. Et donc moi, je suis extrêmement confiant et la demande de nos marchés émetteurs de touristes, que ce soit la France, en Europe, les États-Unis, aujourd'hui, c'est palpable. Moi, je discute tous les jours avec des agents de voyage et je sens que quand on va lâcher les chiens, ça va être, on a de beaux jours devant nous. Et j'ai envie de saluer notre gouvernement à ce niveau-là, parce que le mauvais côté d'un développement touristique, on n'a pas connu ça ici. On n'a pas connu en Polynésie ce qui se passe quand on regarde ailleurs les grandes destinations touristiques, que ce soit à certains endroits à Hawaï ou à Cabo San Lucas au Mexique ou les Maldives même. Il y a des problèmes vraiment structurels dans ces destinations qui tardent à être résolus, que nous n'avons pas ici. Et donc, il est toujours difficile de dire qu'à côté c'est mieux. Personnellement, je trouve que il suffit d'avancer comme nous le faisons et en focalisant peut-être plus sur comment attirer un investisseur. On n'est pas toujours bien accueilli, on va dire, mais en termes de politique de développement, je peux pas vraiment critiquer nos décisions à ce niveau-là. Je vous parle très franchement. Hein. Alors justement, dans la continuité de vos propos, qu'est-ce qu'il faudrait faire en Polynésie française pour attirer davantage d'investisseurs internationaux dans le secteur du tourisme concrètement? Oui. Oui, bon. Je vais répondre
juste en disant, commencez par l'écouter et non pas lui dicter. C'est notre argent. Nous voulons bien nous inscrire dans un cadre précis et clair, mais plus on veut dicter à un investisseur comment il doit concevoir son investissement, moins il sera intéressé. Bonjour et merci pour cet exposé. Alors, moi j'ai une question, c'est votre vision par rapport à l'adéquation entre un potentiel d'investissement et d'attirer du nombre en tourisme, qui apparemment est formidable, et l'adéquation et avec la gestion du milieu. Et donc ce qui inquiète un peu, c'est on se dit pour l'instant beaucoup de choses vont bien, mais c'est aussi parce que les densités de population locale et touristiques sont faibles. Mais est-ce que vous pensez que au niveau gestion, nous sommes prêts à accueillir et à multiplier par 2, 3, 4, 10 le nombre de touristes qui arrivera en Polynésie? Oui, très bonne question. Tout commence avec une analyse de ce que peut supporter un écosystème, que ce soit touriste ou dans la flore et la faune d'un lieu comme Tetiaroa ou une île. Combien de personnes, les ressources propres d'un endroit peuvent supporter ce que j'appelle en anglais the carrying capacity. What is the carrying capacity d'un endroit? Quelle est la capacité maximale de la Polynésie, mesurée en termes de nombre de visiteurs? Et je pense que le point de bascule viendrait malheureusement très vite en Polynésie. Aujourd'hui, en tout cas en 2019, aujourd'hui avec la crise sanitaire, ce n'est plus le cas, mais en 2019, une année record à Hawaï en comparaison avec la Polynésie, vous aviez un recensement quotidien touristique sur la Polynésie de moins de 2, c'est-à-dire 100 personnes que vous rencontrez dans la rue, 2 sont des visiteurs. À Hawaï, c'était 14. Donc, personnellement, j'imagine que si on arrive à 14 personnes sur 100, un recensement quotidien de visiteurs, c'est trop. On commence à porter atteinte à cette unicité de culture. On commence à faire évoluer dans une autre direction l'expérience du tourisme. Ça, c'est mon avis subjectif. Maintenant, est-ce qu'il y a une limite? Bien sûr, on peut avancer, mais je pense personnellement que l'énorme avantage de la Polynésie aujourd'hui, c'est que nous avons résisté à cette, aller trop loin dans cette direction. Maintenant, arriver à 300 000 touristes, on parle beaucoup dans notre milieu de 300 000 touristes par an. Ça a traîné autour des 200 000 pendant des années. 300 000 touristes, c'est tout à fait envisageable. Et c'est même nécessaire pour rendre viable nos transports aériens, enfin toute l'équation touristique qui va avec. On va prendre une dernière question, s'il en reste une. Bonjour. Est-ce qu'il y a de la place pour un deuxième Brando, à part les initiatives privées comme un Nuku Te Pipi par exemple,
qui prennent le même chemin, c'est-à-dire un intérêt écologique, mais à la fois, j'imagine, avec une rentabilité, quoi, puisque c'est le premier de votre but, en fait. Est-ce qu'on peut imaginer un deuxième Bordeaux? Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a le marché pour, vous croyez? Oui, absolument. Du coup, merci à tous d'être venus. Merci Richard pour cette belle présentation. Et on vous donne rendez-vous en début d'après-midi pour la suite des présentations. Franck, Lucas, le plaisir de vous inviter à un cocktail sur le deck, c'est ça? Sur le deck, voilà, pour continuer la conversation.